Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Arnold dans lequel je te présente le jeu de Simon, l'énorme jeu Bloodborne qui est basé sur le jeu vidéo Bloodborne. C'est un jeu coopératif qui se joue, on te dit, en 60 à 90 minutes, c'est pas tout à fait faux. C'est un jeu donc de 1 à 4 joueurs qui se joue autant solo. Là. Tu peux jouer juste avec un personnage, tu n'es pas obligé d'en prendre 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu es dans une ville remplie de monstres terrifiants. Tu passes au travers un deck de cartes mission d'histoire qui te donne différents objectifs à atteindre. Tu te promènes. C'est un jeu de type Dungeon Crawl. Là. Tu vas révéler des nouvelles tuiles. Il y a des monstres qui vont apparaître. Tu vas trouver des nouveaux objets magiques. Tu vas améliorer ton deck de cartes. Tu vas tuer plein de monstres. Pas tant que ça, mais tu vas en tuer plein. Et tu vas tenter de réussir la chasse qui t'a été confiée selon la mission que tu as choisie. Dans le jeu, il y a 4 missions de base. Il y a 4 chapitres de base. Dans chaque chapitre, il y a 3 missions. Une mission, c'est une partie. Fait que c'est des mini-campagnes de 3 parties avec un système de sauvegarde pour que tu ne sois pas obligé de les jouer les 3 d'un coup. Et c'est un jeu principalement qui va mélanger le deck building avec le dungeon crawl. Tes actions d'attaque, ça va être des cartes que tu vas jouer, que tu peux améliorer au fur et à mesure que le jeu va avancer. Tu piges 3 cartes, c'est ces actions-là que tu peux faire. Avec ces 3 cartes-là, ça va faire les actions que tu peux faire dans ton tour de jeu, puis tu vas acheter des nouvelles actions. Fait que, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est bon? Ben, comme d'habitude, je t'explique comment on installe le jeu. Ensuite, je reviens à la fin. Ben, je t'explique aussi comment y jouer. Ce serait pratique. Et je reviens à la fin pour te dire ce que j'en pense. Donc, la première chose qu'on va avoir faire dans notre mise en place, c'est de choisir la campagne qu'on veut faire. Chaque campagne va avoir différents chapitres à faire. Chaque campagne vient avec un gros deck de cartes comme ça. Disons que je prends la longue chasse, qui est en quelque sorte la campagne de base. Fait qu'on va tasser les autres pour voir qu'est-ce qu'on a dans une campagne. Une fois qu'on va avoir ça, on va avoir une petite introduction à lire de l'autre côté, narrative, que je vous laisse découvrir. On va avoir 3 cartes chapitres qui vont m'aider à faire la mise en place du deck et de chacune des parties des différents chapitres. Un chapitre est une partie en tant que telle, fait qu'une campagne, c'est donc 3 parties. On va évidemment installer le chapitre 1 et on va avoir un gros deck de cartes comme ça, idéalement dans l'ordre, et on s'assure justement que les cartes sont dans l'ordre de 1 dans ce cas-ci jusqu'à 60. Chaque carte va être révélée à différents moments de la partie, si on va y revenir. Fait que ça, ce deck de cartes-là, on va se le garder de côté, puis on va tout de suite aller préparer notre mise en place du chapitre. On va donc avoir ici le plateau de chasse dont on va faire immédiatement la mise en place. Le plateau de chasse, première chose qu'on va remarquer, c'est que dans le bas, il y a une piste. La piste de chasse, justement bien nommée. On va aller placer ce petit jeton-là, tout petit, juste ici, sur cette piste de chasse-là, qui est l'une des conditions de fin de partie. On va avoir une zone qui est le rêve du chasseur, juste ici. On va aller prendre toutes les cartes d'amélioration du jeu qui ressemblent à ceci et sur lesquelles ce n'est pas écrit basique. Il y a certaines cartes comme ça que ça va être écrit basique, c'est notre carte de départ. On va voir ça dans quelques instants en faisant la mise en place des chasseurs. On va brasser ça, on va révéler les 4 premières cartes de ce deck-là qui sont les améliorations. Ce jeu-là, c'est un deck building, fait que c'est des cartes qu'on va pouvoir aller chercher pour améliorer notre deck de cartes personnelles. On place le reste du paquet de cartes juste à côté. Le paquet de cartes numéroté de 1 à 60 dont j'ai déjà parlé, ce sont les cartes missions. On va les mettre juste à côté ici. Et on peut aller se placer notre carte pour notre chapitre 1 qui indique notre mise en place qui est à faire. On a un endroit pour aller indiquer notre chapitre en tant que tel, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on va faire la mise en place, puis on va tourner la carte quand on va avoir terminé la mise en place. Dans ma mise en place, on me dit d'aller choisir 3 groupes d'ennemis. Ici, on dit le groupe de chasseurs, les serviteurs du chasseur et le loup-garou. Fait qu'on va aller choisir les cartes ennemies associées. Par exemple, mon groupe de chasseurs ici, chaque carte est recto-verso, fait qu'on peut la prendre au hasard pour savoir laquelle on veut utiliser. Et on va aller les placer de gauche à droite, tels qu'ils sont nommés de haut en bas sur la carte. Fait que le premier groupe à gauche, le dernier groupe à droite. Et on va avoir pas mal fini la mise en place du plateau chasseur. Je précise qu'il y a beaucoup d'autres monstres qui vont être utilisés selon les scénarios qu'on fait. Et près du plateau chasseur, on peut aller se placer nos consommables qui sont les cartes de trésor qu'on va trouver. On peut aller se placer nos cartes de trésor uniques qu'on va aussi trouver en cours de partie. On a plusieurs jetons qu'on peut aller chercher. On va en voir quelques-uns dans le jeu. Les deux qu'on va voir le plus souvent, que je vais montrer, on a les jetons de trésor et les jetons de
preuve de sang, quelque chose comme ça. Ces jetons-là ici, les échos du sang, ces jetons-là ici qui sont, grosso modo, l'expérience. On va également se garder pas loin de la surface de jeu les actions d'ennemis. C'est un deck de 6 cartes qu'on brasse et qu'on garde pas loin. On va y revenir quand on va faire le combat. On a des jetons pour les points de dégâts qu'on se garde pas loin ici. Et quand on a fait ça, ben là, on va aller faire la mise en place des joueurs en tant que tel. Et c'est pas absolument nécessaire, évidemment, mais je vous suggère fortement de sortir toutes les figurines qui sont associées à chacun des types de monstres que vous avez dans le courant de la partie. Vous allez sauver du temps plus tard. Avant de passer à la mise en place du personnage, on va quand même s'assurer de construire notre pile de lieux. On va voir ici que selon la mission qu'on a choisie, le chapitre qu'on est en train de faire, on va nous demander d'aller choisir un certain nombre de lieux. Fait qu'on me dit par exemple, va chercher la lanterne de la cour, la maison occupée, la chapelle d'Odéon et la maison saccagée. Fait qu'on va avoir différentes tuiles qui viennent dans le jeu. La lanterne centrale, c'est toujours sur cette tuile-là qu'on va commencer. Fait qu'on peut la mettre en plein centre. On peut déjà le mettre d'ailleurs, les figurines des personnages qu'on va avoir choisis, ils vont commencer juste ici. Et fait donc, on me disait d'aller chercher la lanterne de la cour, maison saccagée, la maison occupée et la chapelle d'Odéon. Les autres tuiles que je n'aurais pas utilisées, on va me dire sur la carte, ben maintenant, va chercher 2 tuiles par joueur. Ce petit symbole-là veut dire par joueur, nombre de joueurs x 2 de tuiles aléatoires. Dans mon cas, disons que je joue une partie en solo, ou si je jouais par exemple une partie à 2 joueurs, ça serait 4 tuiles, à 3 joueurs 6, à 4 joueurs 8, jusqu'à un maximum de 6 tuiles dans ce cas-ci. Donc avec un maximum de 6, fait que disons qu'on fait une partie à 2 joueurs, ben je vais prendre toutes les tuiles non utilisées du jeu, on va les brasser, on va en piger dans mon cas 4 parce que j'installe une partie à 2 joueurs. Je vais les brasser avec les 4 tuiles obligatoires qu'on m'a demandé de placer. Ça se brasse super bien, vous allez voir, c'est très agréable. Et quand c'est fait, ben ça, on va placer cette pile-là de côté. Quand on va explorer la zone, c'est dans cette pile-là qu'on va piger. Là, on est rendu à la mise en place de mon chasseur en tant que tel. Ben, on l'a déjà vu, on va commencer par aller se choisir son chasseur, qui vient avec sa figurine. On va lui attacher une base de couleurs pour être capable de s'identifier. Il y a 4 couleurs à l'intérieur du jeu. On va avoir un petit plateau comme ça ici. Les chasseurs vont toujours commencer avec 6 points de vie. Fait que de notre petite réserve de points de vie, on peut aller s'en mettre 6 comme ça ici. Vous allez voir, ça descend vite. On va avoir un endroit pour mettre nos points d'expérience et on va avoir un endroit pour mettre notre arme trompeuse. Fait qu'on va aller choisir l'arme qui correspond à notre personnage. Moi, j'ai choisi ce personnage-ci. On va choisir de quel côté on veut commencer. Donc, soit ce côté-ci, soit ce côté-ci. On n'a pas tout à fait les mêmes habiletés et la même vitesse d'arme. Ça, on va revenir dans quelques instants pour voir comment ça fonctionne. Fait que disons que je décide d'utiliser ce côté-ci, on va aller le placer juste ici, et on va commencer avec une arme à feu. Fait que de ce deck de cartes-là, on va aller choisir l'arme à feu qui correspond à notre personnage. C'est celle-là ici dans mon cas. Le pistolet de chasseur, j'ai pas le choix de commencer sur ce côté-là, il n'y a pas mon image à l'autre côté. Je vais aller placer ça juste ici. Le reste de ce deck de cartes-là, ben ça on ne les utilisera pas, ces joueurs-là sont pas là. Le reste de ce deck de cartes-là, on va le garder près de la surface de jeu. C'est possible qu'on me demande d'aller piger dedans pendant la partie. Fait que pour la mise en place, la seule chose qui reste à faire, c'est d'aller chercher son deck de cartes de départ. Chaque joueur va avoir un deck de cartes de 12 cartes qui est indiqué avec le mot-clé basique. Dans ce deck de cartes-là, il va avoir différents icônes. Il va avoir ces 4 icônes-ci en 3 exemplaires chacune. Fait que je vais avoir 3 cartes d'esquive, je vais avoir 3 cartes basiques comme ceci de déséquilibrement, 3 cartes avec plus 1 de dégâts et 3 cartes avec piocher 1 qui ont ces 4 symboles-là en haut à gauche qu'on voit juste ici. Et que je vais tout simplement prendre ces 12 cartes-là, je vais les brasser, puis je vais être prêt pour mon premier tour de jeu. C'est ce deck de cartes-là qu'on va améliorer au fur et à mesure que la partie va avancer. Donc, comment gagne-t-on, perd-on à Bloodborne? Mais c'est très simple. Au début de chaque manche, excepté la première, je crois, ce petit jeton-là va avancer au début de chaque tour de jeu. Un tour de jeu étant tous les joueurs ont joué, tous les ennemis se sont activés après le tour de chacun des joueurs, grosso modo. Si au début d'une manche, le jeton est déjà à la fin, on ne peut donc pas l'avancer, ben la partie va être perdue, les joueurs n'ont pas réussi leur chasse. Ça, c'est la façon de perdre. Comment fait-on pour gagner? Ben, en début de partie, cette carte-là, ma carte de chapitre de mise en place que j'ai fait, on va la tourner de côté et elle va me dire, dans ce cas-ci, on lance la chasse, je dois révéler la carte 1. Là, je ne vous révélerai aucune carte là-dedans, je vais vous laisser les découvrir. Mais grosso modo, le fonctionnement de ce deck-là, c'est qu'il va me donner certains objectifs à attendre. Je vais révéler la carte 1 va avoir un texte narratif, elle va me demander de faire quelque chose. Si je termine un déplacement sur la tuile lanterne de la cour, ben je vais révéler la tuile 5. Si je termine un déplacement sur la tuile maison occupée, je vais révéler la carte 8. Puis si je termine un déplacement sur la tuile maison saccagée, je vais révéler la carte 12. Ces cartes-là vont me demander de faire certaines actions, battre des monstres, libérer quelqu'un, sauver quelqu'un.
Puis ça va me faire révéler de nouvelles cartes à l'intérieur de ce deck-là. Et à fur et à mesure que je révèle cette carte-là, éventuellement, je vais en révéler une qui va me dire « Bravo, vous avez accompli la chasse ». Je dois donc poursuivre les objectifs qui sont demandés sur cette carte-ci jusqu'à temps que je révèle la carte qui me dit « Bravo, vous avez réussi ». À titre d'exemple, c'est quand même la première carte que vous allez révéler. Ici, une carte, ça va ressembler à ceci. Fait que je vais avoir un texte narratif qui me dit « Voici ce qui se passe ». Il va me dire ici une carte, si je termine un déplacement sur la tuile centrale et que je possède au moins 2 cartes lucidité, ben, je vais aller révéler ceci. Comment je fais pour aller chercher des cartes lucidité? Ben, en accomplissant les autres choses qui sont demandées sur les autres cartes. Certaines de ces cartes-là vont être des cartes lucidité. Puis quand j'en ai 2, ben, je peux revenir sur la tuile centrale, lanterne centrale, pour révéler la carte 2 et ainsi poursuivre ma quête principale. Fait que si on atteint dans ce deck-là la carte qui dit « Vous avez réussi la chasse, on gagne ». Si on commence un tour de jeu en étant sur la dernière case, on perd. Maintenant qu'on sait ça, comment un tour de jeu se passe en tant que tel, la structure du tour de jeu va être résumée sur des petites cartes d'aide de jeu comme ça. Fait que le déroulement d'une manche, au début de la manche, comme je l'ai déjà dit, on va avancer ce jeton-là ici. On va choisir un joueur qui va faire ses actions. Fait qu'un chasseur va pouvoir accomplir ses actions. Chaque joueur a 3 actions qu'il peut accomplir. En fait, chaque joueur a 3 cartes qu'il va piger au début de son tour de jeu, qu'on pige au début de chaque tour de jeu. Puis chaque action qu'on veut faire, on doit défausser une carte. Si on a des actions qui nous permettent d'en piger de nouvelles, ça va nous permettre de faire davantage d'actions. Ensuite, le chasseur s'active, il dépense toutes ses actions, et à la fin de son activation, tous les ennemis qui sont à une case de lui au moins, s'active. Ensuite, le prochain joueur va faire son activation aussi, puis on va rouler comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs aient terminé leurs activations. Quand tous les joueurs ont terminé leur activation et après le tour de chaque joueur, potentiellement les monstres se sont activés, bien on recommence une nouvelle manche, donc on avance son jeton-là ici, puis on réactive les chasseurs dans l'ordre de notre choix. Qu'est-ce que les chasseurs peuvent faire comme action? Bien, comme je l'ai dit, en début de tour de jeu, le chasseur, de son deck de cartes, il va piger 3 cartes. C'est juste au début de la manche qu'il va repiger jusqu'à atteindre 3 cartes. Ce n'est pas quand lui a terminé de jouer. C'est quand tout le monde a joué et on recommence un nouveau tour de jeu, je peux piger 3 cartes. Je précise tout de suite que dans sa phase où il pige des cartes, si par exemple je commençais le prochain tour de cartes puis il me restait ça en main parce que j'avais décidé de ne pas le jouer, j'ai le droit de défausser parce qu'elle ne me convient pas pour repiger à ma limite de cartes en main qui est de 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cartes-là? Le concept de base du jeu, c'est que peu importe l'action que je veux faire, si je veux faire une action, je défausse cette carte-là, je l'envoie dans ma défausse pour pouvoir prendre une action. Le texte qui est sur les cartes n'est pas important, sauf si je défausse l'action pour faire une attaque, sauf si je défausse la carte pour faire une attaque. Fait que le texte qui est sur les cartes n'a rapport que dans les combats. Mais la structure reste toujours la même. Si je veux faire une action, je dois défausser une carte, ça me permet de faire une action. Quelles sont les actions possibles? Ben, j'ai ici, on le voit sur cette carte-là, je peux attaquer, je peux me déplacer jusqu'à 2 cases, je peux interagir, je peux transformer mon arme trompeuse ou je peux aller au rêve du chasseur. Commençons par le déplacement et l'interaction. Si je souhaite me déplacer, ben, je vais choisir une carte de mon choix, je vais la défausser et je peux me déplacer. Quand on se déplace, on peut se déplacer jusqu'à 2 cases. À moins de restrictions spéciales, on peut traverser les ennemis sans aucun problème. Si on a des petits espaces comme ça indique que je peux me déplacer par cet endroit-là. Par exemple, je pourrais dire 1, 2 comme ça ici. Et comme j'arrive dans un nouvel espace, bien, ça me permet d'explorer. Quand j'explore, je vais piger la première tuile de la pile de tuiles que j'ai, je vais la révéler et je vais l'orienter de la façon de mon choix en autant qu'elle se connecte avec l'endroit que je viens de sortir. Fait que dans ce cas-ci, en me plaçant comme ça, ben, je terminerai ma première action de déplacement juste ici. À la fin de mon déplacement, ou plutôt à la fin de mon exploration, quand j'arrivais à une nouvelle tuile, potentiellement, je vais avoir des choses à déplacer sur cette tuile-là. On le verra probablement pas très bien à l'écran, mais ici, j'ai un petit symbole de trésor, et juste ici, j'ai un symbole de monstre. Pour les symboles de trésor, c'est très simple, on va tout simplement aller prendre un jeton qu'on va aller placer sur cet endroit-là, indiquant qu'il y a un trésor. Et pour les symboles de monstre, ben ça fait référence à mon tableau de chasseur qui est juste au-dessus du plateau, juste ici. Fait que si je vois ce symbole de monstre-là, c'est celui-là qui apparaît. Même chose dans les deux cas. Dans mon cas, c'est ce symbole de monstre-là qu'on a vu sur la tuile. Ce qui veut dire que sur cette tuile-là, à la fin de mon exploration, ben, il y a un loup-garou qui m'attend juste ici.
Fait que ça, c'est pour le déplacement. Les seules règles peut-être qui vont me rester à dire sur le déplacement, disons que comme deuxième action, je décide de me redéplacer, fait que je défausse une carte et je m'en vais par ici. Mais quand on quitte une case ou une tuile sur laquelle il y avait un monstre, le monstre, à la fin de notre action de déplacement, va se déplacer d'une case dans notre direction. Fait que si j'avais commencé mon déplacement ici et je me déplaçais de 2, je ferais 1, 2. Comme j'ai quitté sa case ou sa tuile, il s'en va ici. Et si je refaisais un autre déplacement de 2, 1, 2, ben là, il ne me suivrait pas parce que je n'ai pas quitté sa case ou sa tuile pendant mon action de déplacement. Et ça, c'est pas à la fin de mon tour, c'est à la fin de chacune de mes actions de déplacement. Mais disons que pour l'instant, comme deuxième action, je ne me suis pas déplacé, je suis donc resté ici. L'autre action que je peux faire, c'est une action d'interaction. Une action d'interaction, ça me permet d'interagir avec les cases qui sont sur mon lieu, avec les choses qui sont sur mon lieu. Par exemple, ici, on va me dire, ben, si je suis sur cette lanterne-là, je peux interagir avec la case lanterne pour me téléporter sur une autre lanterne, sur un autre symbole de lanterne ailleurs sur le jeu. Ici, j'ai un trésor. Si je défausse une carte pour interagir, ben, je pourrais ramasser ce trésor-là, fait que je vais le défausser. Je vais piger une carte consommable que je vais garder près de ma surface de jeu à moi. Et les cartes consommables, ben, je peux les défausser pour appliquer l'effet qui est sur la carte. Si j'avais un trésor qui était sur une case où il y a autre chose où je peux interagir, fait que s'il y a plusieurs choses avec lesquelles je peux interagir sur la même case, pour le prix d'une seule carte, je peux interagir avec tous les éléments qui sont sur la même case. Fait que ça couvre l'action d'interaction. La troisième action que je vais couvrir, c'est l'attaque. Comment fonctionne l'attaque dans Bloodborne? Vous vous douterez que c'est une partie évidemment importante. Fait que disons que si avec un déplacement, j'ai commencé ici, j'avais 3 actions. Avec ma première action, je m'en vais juste ici pour aller rejoindre le monstre. Et avec ma deuxième action, je veux attaquer le monstre. Comment ça fonctionne? On va aller voir la carte d'attaque du monstre et on va avoir besoin de son deck d'ennemis. Fait que je vais placer la carte ici juste pour qu'on la voie. Normalement, vous savez, elle est sur la piste du chasseur. Sur la tuile du chasseur, en haut. Donc, quand on veut attaquer, on va choisir avec quelle carte on attaque. Par exemple, je vais attaquer avec cette carte-ci et on va aller placer cette carte-là sur l'une des 3 cases de notre arme, qui s'intitule étrangement Arme trompeuse. J'ai pas joué au jeu vidéo, je sais pas si ça a un lien, mais c'est un drôle de nom pour une arme. Donc, on va placer ça. Ici, on va avoir en gouttes de sang les points de dégâts que je vais faire avec mon attaque et on va avoir que les petites flèches juste au-dessus la vitesse de mon attaque. Fait qu'on voit que de ce côté-ci, si j'ai décidé de commencer avec ce côté-là de mon arme, peu importe où je la place, je vais attaquer avec une vitesse de 2, je vais faire 2 de dégâts. Par contre, si j'utilise l'habileté coup de ralliement, qui est celle-ci, juste ici, je vais me soigner de 1 pour chaque dégât que j'ai réussi à infliger. Si j'avais décidé de le placer de l'autre bord, on voit que je peux avoir une vitesse de 2, ici avec 2 de dégâts, ou avoir une vitesse de 1 avec 3 de dégâts. Dans mon cas, j'étais juste ici, fait qu'on va le placer comme ça. Je suis tout neuf, je ne suis pas encore abîmé, donc je vais aller faire juste ici, je vais aller placer mon attaque de déséquilibrement sur ma taillade, donc je vais à une vitesse de 2, je vais faire 2 de dégâts, et je vais faire en plus un déséquilibrement. Quand je vais avoir décidé mon attaque, on va piger une carte pour le monstre. Le monstre a 6 cartes à lui. Il y a une carte capacité, il y a 3 cartes de base et il y a 2 cartes spéciales. On va brasser ces cartes-là et on va voir qu'est-ce que le monstre fait. Disons que je suis chanceux dans mon cas et je fais une attaque spéciale. Pourquoi suis-je chanceux? Parce que on va aller en ordre d'initiative. Fait qu'on va commencer par les attaques à vitesse de 3. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ensuite, on va faire les attaques à vitesse de 2. Je vais donc attaquer à une vitesse de 2, ce qui veut dire que je vais infliger 2 de dégâts au monstre. Fait que je peux aller placer 2 jetons de dégâts juste à côté, montrant que je l'ai abîmé. Si je me rends à 4 de dégâts, je l'élimine complètement. Et ensuite, le monstre va m'attaquer à 4 points de dégâts, mais avec une vitesse de 1. Par contre, moi, j'ai fait une attaque de déséquilibrement. Une attaque de déséquilibrement, c'est que si je réussis à attaquer avant le monstre, ce qui est le cas, mais je vais complètement l'empêcher d'attaquer. Je le déséquilibre, il n'attaquera donc pas. Fait que mon action d'attaque est tout simplement terminée. Et là, il me resterait encore une carte, peut-être que je pourrais réessayer d'attaquer avec ma dernière carte pendant le combat. Fait que le combat va fonctionner comme ça, fait que c'est une attaque par carte. Et ce qui est très important, c'est que les cartes vont rester juste ici sur mon plateau personnel. Les cartes ne se libèrent pas gratuitement. Il y a des exceptions à ça.
Par exemple, je vais avoir ici la carte esquive. Si je me fais attaquer, par exemple, si je n'avais pas fait une attaque de déséquilibrement, j'ai fait une simple attaque normale, j'ai joué par exemple ceci à la place qui me permet de piocher 1. Et le monstre m'attaque. Fait que moi j'ai fait 2 de dégâts et je pige une nouvelle carte que j'ajoute à ma main. C'est ça que ça indique quand je vais attaquer. Fait que là le monstre il va m'attaquer à une vitesse de 1. Il va me faire 4 de dégâts. Ça me dit dans ce cas-ci, malheureusement, la carte ne peut pas être esquivée. Mais qu'est-ce que c'est les cartes esquives? C'est qu'en temps normal, sauf contre ce monstre-là évidemment, en temps normal, quand je me fais attaquer, je peux jouer une carte d'esquive quelque part sur ma fiche. Et si ma carte d'esquive, elle est au moins aussi rapide que l'attaque que je tente d'esquiver, ben je vais esquiver cette attaque-là. Puis on me dit justement, je dois libérer cet emplacement tout de suite après avoir joué. Fait que la carte doit se défausser. Fait qu'elle, elle n'occupera pas une case. Et ça, c'est en plus de la carte que je peux avoir joué pour attaquer. Fait que j'aurais pu attaquer à une vitesse de 2. J'ai une attaque de vitesse de 1 qui s'en vient sur moi. Fait que je joue une esquive sur une vitesse de 2. Ce qui me permet d'esquiver l'attaque et d'éviter les dégâts. Je défausse ma carte esquive. Ma séquence de combat est terminée. Là, on comprend qu'ici, contre le loup-garou, il a une capacité spéciale qui dit spécifiquement qu'on ne peut pas l'esquiver. Donc, ça ne marcherait pas contre lui, mais il y a d'autres monstres, par exemple le groupe de chasseurs, ben lui, il me permettrait d'esquiver son attaque qui a une vitesse de 1. Là, il y a un paquet de mots-clés qui vont rentrer dans l'attaque. Par exemple, l'étourdissement que vous avez vu, ben, si je reçois des dégâts d'étourdissement, je vais avoir à défausser une carte qui reste en ma main. Les cartes les actions de déséquilibrement, je les ai déjà expliquées, ça permet d'empêcher l'ennemi d'attaquer. Je vais avoir des actions qui vont faire plus de dégâts. Fait que si c'est cette carte-là que je joue pour attaquer quelque part, je fais un dégât supplémentaire pour un total de 3. Ainsi de suite. Je ne rentrerai pas dans tout le détail des actions, mais chaque carte d'attaque, on voit ici qu'il y en a d'autres, ils vont avoir des effets différemment selon les cartes que je vais jouer, selon l'ennemi contre qui je vais jouer. Le principe du combat aussi, l'autre chose qui est importante à comprendre, c'est que les ennemis ne rebrassent pas leur deck. Fait que si plus tard dans la partie, disons que je réussis à éliminer le loup-garou, si plus tard dans la partie, ben, j'affronte un groupe de chasseurs quelconque, et qu'il y a déjà certaines cartes du deck qui ont été jouées, ben, ça me permet d'avoir une meilleure idée de ce qui s'en vient, parce que là, la prochaine fois que je me fais attaquer, il y a une carte de moins spéciale dans le deck. Et là, à partir de maintenant, les 4 prochaines attaques, je le sais qu'il n'y aura plus de cartes spéciales, il y en a juste 2 dans tout le deck. Fait qu'ensuite, les cartes de base vont passer, puis là, je peux avoir une bonne idée que cette carte-là, c'est la carte de capacité, c'est la seule qui reste dans le deck. Fait que je sais que la prochaine fois qu'un ennemi m'attaque, il va jouer sa carte de capacité. Puis à partir du moment que ça c'est fait, ben on va rebrasser ce deck-là pour la prochaine attaque et on recommence. Fait qu'il y a une partie de prévision à l'intérieur des combats. Si on réussit à battre un monstre, à le tuer, à lui infliger son dernier point de dégâts, on va gagner un point d'écho de sang, qui est le point d'expérience. On peut en avoir 3 maximum. Par contre, si on est éliminé par un monstre, si le monstre nous enlève notre dernier point de vie, puis là vous avez vu qu'il pouvait me faire 4 d'un seul coup, fait que ça va arriver. Si on est éliminé par un monstre, on va s'en aller au rêve du chasseur, qui est la zone qui est juste ici. On va perdre malheureusement tous les points d'écho de sang qu'on va avoir ramassés si on s'en va dans le rêve du chasseur parce qu'on s'est fait éliminer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le combat? Pas chaque ennemi, mais chaque joueur va avoir un arme à feu qu'il peut utiliser. C'est écrit par exemple, lui, quand un ennemi me lance une attaque de base, je peux utiliser mon arme à feu pour le déséquilibrer automatiquement. Quand on utilise son arme à feu, on la tourne. Et il y a les conditions pour la réactiver. Dans ce cas-ci, il faut que je défausse une carte pour réactiver mon arme à feu, qui sont indiqués de l'autre côté. Et chaque joueur va avoir des effets spéciaux différents selon le type d'arme à feu qu'il a. Fait que lui, par exemple, quand je lance l'attaque, je peux faire une attaque avec 3 de dégâts à une vitesse de 1. Fait que j'ai pas besoin de défausser de carte, mais il va falloir que je défausse 2 cartes pour réactiver mon canon. Fait que là, je ne rentrerai pas dans tous les mots-clés qu'on peut croiser à l'intérieur du combat. Il y en a quand même quelques-uns. Mais ils sont résumés de l'autre côté de notre aide de jeu. Fait que le déséquilibrement, l'étourdissement, l'esquive, le poison, la folie, comment ça fonctionne. Fait que ça, je vais vous laisser l'explorer pendant que vous allez jouer. Mais le combat, ça va ressembler pas mal à ceci. L'autre chose que je peux faire comme action, c'est de transformer mon arme trompeuse. Là, vous avez compris qu'au fur et à mesure que j'attaque, je vais bloquer des espaces sur mon arme. Fait que là, présentement, on voit un chasseur qui a déjà attaqué 3 fois. Comme il a déjà attaqué 3 fois, ça devient impossible pour lui d'attaquer. On ne peut pas empiler des cartes sur des endroits qui en a déjà. On peut placer des cartes juste à des endroits qui en a pas. Fait que comme action, j'ai le droit de tourner mon arme trompeuse. Quand on tourne son arme trompeuse, on va défausser toutes les cartes qui sont dessus et on va la tourner de côté tout simplement.
Ça va modifier les caractéristiques de mon arme. Fait qu'on voit que je fais plus tout à fait les mêmes dégâts, j'ai plus la même vitesse, j'ai plus le même pouvoir spécial quand j'utilise mon arme. Et je libère les 3 cases. Ça me permet de refaire 3 nouvelles attaques. Je précise pour terminer pour cette action-là qu'on voit dans le bas les caractéristiques de mon arme quand elle est de l'autre côté. Fait que j'ai pas besoin de la tourner pour savoir qu'est-ce que j'ai de l'autre bord. Finalement, la dernière chose que je peux faire pendant mon tour de jeu, toujours en dépensant une carte, on n'oublie pas que ce soit pour l'arme trompeuse, l'attaque, le déplacement ou l'interaction, je dois toujours défausser une carte pour entreprendre une action. Donc, comme dernière action, je peux aller dans le rêve du chasseur. Là, j'ai déjà dit que j'allais dans le rêve du chasseur si j'étais tué par un ennemi. Il n'y a pas d'élimination dans ce jeu-là. Fait que si je perds mon dernier point de vie, je m'en vais dans le rêve du chasseur, mais je peux dépenser une action pour aller dans le rêve du chasseur. Dans tous les cas, quand je vais dans le rêve du chasseur, que ce soit parce que je suis éliminé ou parce que j'y vais volontairement, je vais avancer ce jeton-là de 1. Ça me donne donc un tour de moins pour gagner la partie à chaque fois qu'un joueur y va. La différence entre quand j'y vais de façon volontaire parce que je suis tué, c'est que quand j'y vais de façon volontaire, je vais pouvoir dépenser mes points écho de sang. Fait que ça, on va les mettre ici pour se rappeler. Disons que j'en ai 2 quand j'arrive. Si je suis éliminé par un monstre puis je me rends dans le rêve du chasseur, ben je perds tous mes points de vie d'écho de sang. Dans tous les cas, je reviens à 6 points de vie au maximum. Je regagne donc tous mes points de vie quand je vais dans le rêve du chasseur et je peux nettoyer complètement ma carte d'arme trompeuse quand je vais dans le rêve du chasseur. J'enlève toutes les cartes qui sont dessus, fait que je me réinitialise pour revenir en plein combat. Au début de mon prochain tour de jeu, je vais pouvoir me retéléporter sur le plateau de jeu à n'importe quel endroit où il y a une case de lanterne qui ressemble à ici en plein centre. On en a une en début de partie, on va en découvrir d'autres au fur et à mesure qu'on avance. Je peux me retéléporter à ces endroits-là quand je vais revenir à mon début du prochain tour de jeu. Dernière chose qui me reste à dire, qu'est-ce que je peux faire avec mes points et mes jetons d'écho de sang? Quand je vais dans le rêve du chasseur, je dois les dépenser si j'en ai. On se rappelle maximum de 3, fait que jusqu'à 3, selon le nombre que j'ai, pour acheter des nouvelles cartes. Quand j'achète une carte, disons par exemple, si je veux acheter cette carte-là, c'est une carte que je vais rajouter à mon deck. Je peux effectuer une action pour me déplacer avant cette attaque. Fait que ça me permet, dans la même action, de me déplacer et d'attaquer, en plus avec un +1 de dégâts. Quand on ajoute une carte à son deck, on doit choisir une carte quelconque qu'on va enlever à son deck. On a donc toujours un deck de 12 cartes et je ne suis pas du tout obligé d'enlever une carte qui avait le même symbole que la nouvelle carte que je possède. Je peux complètement choisir de quoi différemment, enlever toutes mes esquives ou tous mes déséquilibrements. Quand j'ai choisi une carte, je la remplace immédiatement par une nouvelle carte. Et là, comme j'avais un deuxième point à dépenser, je vais en choisir un autre. On voit que j'ai 2 bons qui sont disponibles. J'ai une dérobade qui est ici. Je peux choisir la carte inébranlable. Ainsi de suite. Disons que je choisis celle-ci, je la rajoute à mon deck. J'enlève une autre carte de mon deck. Je viens de m'enlever 2 esquives. Et on remplace comme ça ici. Fait que ça, c'est les règles quand on s'en va dans le rêve du chasseur. Fait qu'on réinitialise son arme trompeuse, on réinitialise ses points de vie, on dépense ses points d'écho de sang. On réinitialise également son pistolet gratuitement si c'était pas fait. Fait que si de ce côté-là, on le ramène du bon côté, on revient vraiment top shape tout neuf. Et au début du prochain tour de jeu, on revient sur le plateau sur une lanterne qui est disponible. Si on a été envoyé dans le rêve du chasseur par un monstre parce qu'on a été tué, c'est toute la même chose. La seule différence, c'est qu'on perd nos points d'écho de sang, fait qu'on ne pourra pas améliorer son deck de cartes. Quand on a fini son tour de jeu, fait que là, dans ce cas-ci, ce chasseur-là, disons qu'il est exploré par en bas, il est revenu, il est exploré jusqu'ici, puis ensuite, avec sa dernière action, il est revenu comme ça ici, il termine son tour de jeu dans cette position-là. Tous les monstres qui sont à une case ou moins du chasseur qui est actif vont s'activer. Là, pour être bien honnête, dépendamment tu regardes où dans le livre de règles, des fois ils disent à un lieu ou moins, à une tuile ou moins ou à un case ou moins. Fait que je suis pas certain à 100%, mais je pense que c'est à un lieu ou moins, donc une tuile complète. Fait que dans ce cas-ci, ce chasseur-là, ce monstre-là s'activerait et ce monstre-là s'activerait parce qu'ils sont chacun à une tuile de distance ou moins de ce joueur-là. Quand le monstre s'active, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se déplace d'une case vers toi. Dans ce cas-ci, il se déplacerait d'une case comme ça, une case comme ça. Et s'il termine son déplacement sur toi, il t'attaque. Quand c'est le monstre qui t'attaque, ça marche exactement de la même façon que le combat que j'ai déjà expliqué. Fait que je vais avoir à jouer une carte de ma main que je vais placer sur une séquence de combat s'il m'en reste. S'il m'en reste pas, il fait juste m'attaquer comme ça. Et le monstre, lui, va piger une carte. Fait qu'il va piger une carte du deck. Il me fait une attaque spéciale. Je vais aller regarder sur la tuile du groupe de chasseurs c'est quoi l'attaque spéciale. Elle est écrite ici. Il m'attaque à une vitesse de 1. Il me fait 4 de dégâts.
et il m'étourdit. Moi, je l'attaque à une vitesse de 1, je lui fais 3 de dégâts, donc on s'entretue, je lui fais 3, il me fait 4. On enlève nos points de dégâts respectifs, comme ça ici. Lui, je vais y mettre 3 points de dégâts sur sa tuile, à lui, comme ça, juste ici. Et son activation est terminée. S'il y avait eu un autre monstre qui s'était rendu jusqu'à moi, ben lui aussi, il m'aurait attaqué. Fait que l'activation des monstres est aussi simple que ça. Si j'avais un monstre qui était au-delà d'une tuile de moi, fait que si le loup-garou, par exemple, il était juste ici, ben lui ne serait pas activé parce qu'il aurait été à plus qu'une tuile de distance. Et là, je le répète, je dis ça avec toute réserve parce que sur la carte d'aide de jeu et dans les règles, c'est pas tout à fait la même chose qui est écrit, c'est probablement une erreur de traduction. Mais selon ce que j'ai vu sur Board Game Geek, on active tous les monstres qui sont à une tuile de distance. C'est important aussi de préciser que les monstres vont aller vers le joueur qui est actif. Fait que si j'avais un allié qui était juste ici, par exemple, et que ce monstre-là s'active, ben, il va venir vers moi, il n'ira pas vers l'allié. Et s'il est ici, il termine sur un cœur sur un allié, il ne l'attaquera pas, c'est vers moi qu'il veut venir attaquer. Fait qu'on a toujours en référence au joueur qui vient de terminer son tour de jeu et non pas aux autres joueurs. Quelques petits détails à la fin pour expliquer les derniers détails. Si on se rend, si en début de partie, on doit avancer sur l'une des cases rouges qui est ici sur la piste du chasseur, ça indique une réinitialisation qu'il va avoir à se faire. Réinitialisation qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les monstres qui sont sur le plateau. Comme j'enlèverai ces monstres-là ici, mais on va les régénérer sur leur zone d'apparition initiale. Si on a des endroits qui ont des trésors qui ont été pris, dans mon cas j'en ai 2 sur le plateau, on va remettre de nouveaux consommables qu'on peut aller chercher avec les jetons. S'il y avait des boss qui étaient sur le plateau, les boss, eux, vont rester en jeu. Par contre, on va leur enlever tous leurs points de dégâts. Il y a des règles spécifiques pour les combats contre les boss, là, dans lesquels je ne rentrerai pas en détail, mais sachez qu'il y a des combats de boss. Et dans les phases de réinitialisation comme ça, ben, les boss, on enlève tous les points de dégâts qu'ils ont. Les autres règles qui vont rester, je vais vous laisser les découvrir parce qu'ils vont avoir rapport beaucoup avec le deck d'histoire que vous allez trouver. Par exemple, vous allez avoir des cartes qui vont nous dire qu'à chaque fois, à chaque zone de réinitialisation qu'il va y avoir, chaque case rouge qu'on atteint, il peut y avoir un monstre spécifique qui apparaît. Il peut y avoir des endroits où on me dit que je vais être emprisonné dans la brume. Donc, les autres joueurs, si je suis emprisonné dans la brume, ça devient un des sens uniques. Fait qu'on peut rentrer sur cette case-là, mais on ne peut pas sortir de la case tant qu'on n'a pas fait quelque chose qui est demandé par la carte histoire. Les cartes histoire vont venir jouer un petit peu avec les règles. Ils vont venir me dire d'aller chercher des objets spécifiques à l'intérieur de ce deck-là. Fait que le sang d'Ariana, des runes de Caryl, c'est probablement un élément quelconque du jeu vidéo que je ne connais pas. Fait qu'ils vont me dire d'aller chercher différentes choses, différents éléments. Je peux avoir des cartes de PNJ que je peux rencontrer, qui va avoir des cartes là-dedans comme ça ici, qui va avoir des monstres spéciaux, des trucs comme ça. Fait qu'il y a beaucoup d'autres petits jetons et tokens que je te montrerai pas tous parce que ça serait juste une perte de temps. Tu as un petit jeton PNJ par exemple comme ça ici, que tu vas découvrir au fur et à mesure que tu avances à l'intérieur de la partie. Mais pour le reste, j'ai pas mal couvert qu'est-ce que tu peux faire à l'intérieur d'une partie de Bloodborne. Donc voilà, c'était Bloodborne, le jeu de société basé sur ce jeu vidéo apparemment extrêmement difficile que je n'ai jamais essayé et que ça ne me tente pas d'essayer. D'abord, au niveau des composantes, ben, c'est du Simon, fait que c'est des très bonnes composantes. Les figurines sont particulièrement spectaculaires. Là. C'est dans mes préférés que j'ai vu dans Simon. Les tuiles pour les lieux, des tuiles épaisses de bonne qualité, sont un peu beige, là, je te dirais, sont vraiment toutes pareilles. Je sais pas si c'était vraiment essentiel d'en avoir tant que ça dans le jeu de base, étant donné qu'ils sont quasiment toutes pareilles, à part 2-3 scans qui changent, toutes des briques bleues à terre avec un petit peu de lumière qui sort des fenêtres. Fait que le visuel du jeu, je sais qu'il essaie d'être sombre, d'être obscur, d'être maléfique, mais ça fait un visuel que mon plateau de jeu il est tout pareil à la fin du jeu. Moi, je trouve ça toujours un petit peu dommage. Les plateaux personnels de joueurs, le plateau de chasseur, je le trouve aussi un peu cheap. Une espèce de petit plastique, un petit carton plastifié extrêmement mince, avec un gros visuel derrière. Tu sais, j'aurais peut-être mieux aimé que l'image de mon personnage tant qu'à ça, surtout dans le jeu de base, parce que j'ai pas les millions d'extensions Kickstarter, j'ai vraiment juste le jeu de base. Les cartes, par contre, les autres jetons, c'est vraiment de la très bonne qualité. Fait que plateau de joueur que je trouve un peu ordinaire, les tuiles que je trouve un peu ordinaires visuellement, c'est pas super intéressant parce que tout est noir, gris, pis tu vois rien finalement sur le plateau. Par contre, les figurines, les jetons, les cartes, vraiment de la super bonne qualité. Maintenant, pour la critique, il y a plusieurs choses que j'ai aimées dans le jeu Bloodborne, mais il y a des choses que j'ai moins aimées. Fait que je vais commencer avec le positif. Au niveau du positif, ben, il y a le matériel. Ça, j'en ai déjà parlé. Les figurines sont super belles, entre autres. Je suis un amateur de ça. Ça, c'est intéressant. Le matériel, c'est quand même assez positif overall. Au niveau des mécaniques, dans ce qui est positif, la première chose que je veux dire, c'est le système de combat. J'ai beaucoup aimé comment ça fonctionne.
Il y a une partie de prise de risque à l'intérieur du système de combat. J'aime comment on va jouer une carte sur l'une des 3 cases que j'ai, ça détermine ma vitesse, mon dégât. Et selon la carte que je vais piger avec mon ennemi, je suis capable de prévoir un petit peu ce qui. Je suis capable d'avoir une chance de prévoir ce qu'il va faire à tout le moins. Si j'ai une couple de cartes qui sont passées, fait que je sais que dans son deck de cartes, il reste par exemple une spéciale puis 2 de base. Il peut plus faire sa capacité. Ça change la façon dont on va apprivoiser le combat, dont on va aborder le combat si on veut. Puis ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. J'ai aimé comment on progresse dans le jeu. Le fait qu'on se bâtit un petit deck de cartes qui est de type deck building, où on va, puis qu'on reste toujours à 12 cartes, on n'en ajoute pas dans son deck, on fait toujours les remplacer. Fait que ça, j'ai aimé ça, ton deck devient assez efficace. Fait que ça, c'est mécanique de base-là. Défausser des actions, pouvoir entreprendre des actions, la façon dont le combat fonctionne, utiliser son arme à feu, les espèces d'items spéciaux qu'on va trouver. Ça, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça bien. Au niveau négatif, il y a 2-3 petites choses qui m'ont achalé, par exemple, dans le jeu. J'ai déjà dit que j'aimais la façon dont tu progresses. Ça, c'est bien. Par contre, j'ai trouvé ça un petit peu dommage que ça soit un gros deck de cartes générique. C'est pas spécifique à ton personnage. Fait que tous les personnages vont progresser de la même façon, vont avoir exactement accès aux mêmes actions. J'ai un petit pouvoir qui est différent là, dans la façon dont mes cases sont séparées dans mes actions de combat. C'est différent d'un personnage à l'autre, mais je n'évolue pas d'une façon différente des autres joueurs. Oui, dans la mesure où je ne prendrais pas les mêmes cartes qu'eux, mais tout le monde a accès aux mêmes cartes. J'aurais aimé ça, je sais pas, que je débloque des capacités spéciales qui sont spécifiques à mon personnage quand je monte de l'eau. Ça, j'ai trouvé ça dommage, cette espèce de manque de personnalisation-là du personnage. Mais ça, c'est relativement mineur. Je dirais que la chose probablement principale qui m'a achalé, il y a 2 affaires que j'ai moins aimées. Il y a le fait qu'il y a une espèce de limite de temps fixe dans le jeu qui me tombe ses nerfs. Dans la mesure où plus tu es un grand nombre de joueurs, à chaque fois qu'on s'en va dans le rêve du chasseur, cette piste-là à l'avance, plus on est un grand nombre de joueurs, plus on y va souvent dans le rêve du chasseur. Fait que si on est un grand nombre de joueurs, les tours de jeu passent à un rythme fou, ce que je n'ai pas trouvé très intéressant parce que tu n'as pas des tours épiques dans ce jeu-là. C'est pas un jeu que dans un tour de jeu, je vais me déplacer, là, je vais tuer 3-4 monstres, je vais bloquer telle affaire, je vais accomplir telle... Non, c'est un jeu que tu vas attaquer peut-être une fois dans ton tour, peut-être 2. Tu vas te déplacer, tu vas ramasser un trésor, tu vas peut-être faire une attaque. Souvent, tu vas te déplacer 2 fois. Souvent, tu vas te sauver des monstres parce qu'il y en a plein autour de toi et tu n'as aucune chance de te les tuer. Fait que comme c'est pas un jeu que tes tours sont particulièrement palpitants chacun des autres, le fait qu'on en coupe beaucoup, à chaque fois qu'on va vouloir dépenser en expérience, on se coupe un tour de jeu. Ça fait que c'est pas, il y a une espèce de balance qui est anticlimatique à l'intérieur du jeu, selon moi. C'est pas un jeu qui se termine de façon glorieuse, j'ai l'impression. On va tuer un ennemi, on flippe une carte. Ah, ok, on atteint la fin du jeu. Parfait, on a réussi notre chasse, on est content. Fait qu'il n'y a pas cette espèce de côté wow là, je trouve, dans la réalisation de l'histoire, dans la façon dont les tours de jeu progressent. C'est un jeu que tu as 3 actions généralement par tour de jeu. Tu peux piger des cartes pour en avoir plus, mais tu as généralement 3 actions, puis la plupart de tes actions, ça va être te déplacer, puis de te déplacer. Tu vas attaquer de temps en temps, tu vas souvent vouloir garder des cartes parce que tu sais que tu vas te faire attaquer à ton tour de jeu. Fait que tu vas, tant qu'à attaquer pendant ton tour de jeu, tu vas laisser l'ennemi s'activer pour attaquer pendant le sien. Ça revient à la même affaire, me direz-vous. Mais il y a un petit quelque chose un côté héroïque, épique, glorieux, qui selon moi manque dans le tour de jeu. Fait que cette combinaison-là des tours qui sont rapides, ça c'est un avantage, mais qui sont que tu fais pas énormément de choses dans ton tour de jeu, combiné avec le fait que ta progression est intéressante, mais qu'elle n'est pas personnalisée à ton personnage. Fait que pour moi, il manque un petit quelque chose. L'autre chose que j'aime pas, c'est l'espèce de prise de risque autour de la façon dont les jetons écho du sang fonctionnent, qui sont tes points d'expérience. Les monstres sont impitoyables dans le jeu, et le jeu se veut être très difficile. Comme les monstres sont impitoyables, ils vont te faire souvent, c'est pas rare, tu vas avoir des attaques qui te font 3-4 puis tu as 6 points de vie. Fait que 2 attaques comme ça, t'es mort. Si tu te fais tuer, tu perds tous tes points d'expérience. Fait que si tu réussis à en accumuler 1 ou 2, puis t'as un autre monstre que là, il faudrait le tuer pour réussir à atteindre tel objectif ou réussir tel truc, je sais pas trop. Là, tu vas dire, bon, est-ce que je prends une action pour aller dans le rêve du chasseur avant de le tuer ou j'essaie de le tuer avant d'y aller, mais si je rate mon coup puis c'est lui qui me tue, ben je vais perdre tous mes points d'expérience, puis là, c'est à recommencer. C'est pas un système que j'aime. J'aimerais que t'aies pas cette prise de risque-là. Si je me fais tuer, je m'en vais dans le rêve du chasseur, fine, je dépense les expériences que j'ai, je reviens plus fort. Le fait que tu peux perdre une partie de ta progression, c'est toujours un système que j'aime pas, que ce soit jeux vidéo, jeux de société. Fait que si ça, c'est quelque chose que tu trouves frustrant, c'est quelque chose que tu vas trouver frustrant à l'intérieur de ce jeu-là, surtout que le jeu se veut être difficile. Il y a une règle que je trouve ridicule. J'ai déjà dit que les chapitres sont en 3 parties. En fait, les campagnes sont en 3 chapitres, donc en 3 parties. Et on te dit, si je perds la 3e partie, ben, je suis censé recommencer à la première. C'est ridicule, fais pas ça.
Là, je viens de jouer 2 parties d'une heure et demie. C'est pas vrai que je vais recommencer parce que tu me dis que la troisième fonctionne. J'ai raté la troisième, ça c'est une règle que je déteste. On dirait que le jeu se trouve des moyens artificiels d'être plus difficile qu'il a besoin de l'être, alors que c'est pas absolument nécessaire. C'est un jeu qui est déjà difficile à la base. Avec ça, cette espèce de côté-là, les grands amateurs de jeux de grinding, là, les Dark Souls, Bloodborne, ça a l'air que c'est dans le même genre, probablement qu'ils vont peut-être aimer cet aspect-là, mais c'est que c'est lent dans un jeu de société, cet aspect-là, de recommencer quelque chose que t'as pas dans le jeu vidéo. Fait que, selon moi, c'était pas nécessaire d'aller dans cette direction-là, l'espèce de côté grinding, de recommencer puis de se faire taper dessus. C'est un jeu qui se veut très punitif, puis c'est probablement, ultimement, pour moi, c'est cette raison-là qui fait que ce jeu-là, tu sais, je vais les faire les campagnes, mais une fois qu'ils vont être faites, je recommencerai pas ça, puis je garderai probablement pas ce jeu-là sur le long terme. Dernière chose que je vais dire, c'est un plus puis un moins à la fois, c'est le deck de cartes histoire, comment il fonctionne. C'est super intéressant d'avancer dans ces cartes histoire-là, les cartes missions d'un chapitre, puis de découvrir des nouvelles choses, de découvrir un ennemi à telle place, de découvrir que dans telle place, il y a un enfant qui est caché, qu'il faut aller sauver, etc. Par contre, ça enlève, selon moi, beaucoup de la rejouabilité au jeu. Une fois qu'on l'a fait, le premier chapitre, une fois qu'on a fait le deuxième chapitre, une fois qu'on a fait le troisième chapitre, on sait très bien qu'est-ce qui va arriver dans quel ordre. Bon, ben je sais que quand je vais tourner cette carte-là, je vais être bloqué avec 4 jetons de brume, il y a une foule enragée qui va vouloir me tuer, il va falloir que je la tue 3 fois pour pouvoir continuer le tour. Parfait. C'est pas nécessairement mécaniquement moins intéressant, mais c'est pas du tout un jeu narratif que tu vas avoir envie de refaire pour la narration. La narration n'est pas exceptionnelle. Puis, tes surprises de la première partie, tu les vivras évidemment pas une deuxième puis une troisième fois. Fait qu'il y a l'avantage que le deck de mission, c'est intéressant. Quand tu progresses à l'intérieur, il y a le désavantage que ça nuit, selon moi, à la rejouabilité du jeu. Une fois que tu l'as fait, tu vas avoir moins le goût de rejouer à ça. Fait que, est-ce que tu cherches un jeu extrêmement difficile, qui a du beau matériel, une thématique quand même assez bien implantée, mais qui est une thématique qui est très sombre, très dark, avec des monstres dégueulasses, puis des loups-garous qui veulent t'arracher la tête, c'est peut-être quelque chose qui va te plaire. Si tu cherches quelque chose qui est un petit peu plus facile, ou qui est pas trop punitif, ou que tu as l'impression d'avoir des tours héroïques, des tours que tu accomplis un paquet d'affaires dans ton tour de jeu, que tu as des coups de chance incroyables, c'est peut-être moins pour toi. Il y a un aspect très euro dans sa façon de gérer son deck de cartes, dans la façon de gérer tes actions. Tu vas essayer de prévoir qu'est-ce que l'ennemi va faire. Tu vas essayer de calculer en fonction de tes ennemis. Tu n'essaieras pas de battre tous les ennemis. Tu vas essayer de battre ceux que tu as besoin de battre, de sauver des autres généralement. Fait que le jeu est un petit peu plus tactique, un petit peu plus crunchy au niveau de ses mécaniques que certains autres Dungeon Crawl, mais t'as pas le feeling, t'as pas la sensation de rentrer dans le tas, de tuer un paquet de monstres, de monter de level plein de fois. C'est le genre de jeu que tu peux arriver pour monter de niveau, finalement tu meurs juste avant, fait que tu montes pas de niveau, tu perds toute ton expérience. Fait que ça va vraiment dépendre du type de joueur que tu vas être. Il va plaire à beaucoup de monde, un certain. Moi, il est un petit peu moins personnellement dans ma palette de jeux, si je peux me permettre, parce qu'il me donne moins l'élément que j'aime le plus, je pense, dans le Dungeon Crawl, c'est-à-dire de faire progresser un personnage à l'intérieur d'une histoire, puis de le construire, puis d'avoir plein de nouvelles choses que je peux faire au fur et à mesure que la partie avance. Lui, il va te proposer plein de variantes sur des choses que tu peux déjà faire. C'est comme ça que tu vas améliorer ton personnage. Tu sais, chaque action que tu as va être un petit peu plus forte, puis ça va être pas mal ça. Fait que, est-ce que c'est un jeu qui est intéressant pour toi? Moi, je te cacherai pas que j'ai pas été emballé par le jeu. Je le trouve bien, je le trouve intéressant. Je suis content de le posséder, mais je suis aussi content de ne pas avoir pris l'espèce de version Kickstarter à 350$ avec plein de nouveaux matériels. Ceux qui l'ont, ils le possèdent, vous pourrez me dire dans les commentaires, est-ce que tout ce matériel-là supplémentaire vient encore une fois grandement améliorer les possibilités de jeu, de mieux développer son personnage, d'aller chercher plus d'items, plus d'équipements, plus de capacités spéciales uniques à son personnage? Peut-être. Si c'est le cas, ben c'est encore une fois pour Simon un jeu qui va tomber dans la catégorie de si tu as le Kickstarter, tu as le vrai jeu, puis si tu as la version en magasin, tu as une partie du jeu. Moi, ce que je te parle aujourd'hui, c'est strictement la version en magasin. Fait 4 personnages disponibles, quelques boss, 4 missions, donc 12 parties au total pour faire le tour de toutes les missions. Donc pour moi, il manque un petit quelque chose, surtout au prix que le jeu est vendu. Il manque un petit quelque chose pour être complètement intéressant. Je vais terminer avec un des problèmes qui a nuit à ma compréhension du jeu, qui est la traduction. Il y a beaucoup, je pense, d'erreurs de traduction, des mots qui ne sont pas les mêmes. Vous avez peut-être vu un exemple dans la mise en place, on me dit d'aller chercher la carte serviteur du chasseur. Elle n'existe pas, cette carte-là, serviteur du chasseur. Il y a la carte d'hybride du chasseur. Je vais assumer que c'est elle, mais je n'en suis pas certain à 100%. Il y a beaucoup de problèmes comme ça. Il y a la carte de serviteur cléricaux, je pense. Fait que là, si tu le chasseur le problème dans le mot, c'est pas le serviteur, le mot qui a été mal traduit. Fait qu'il y a beaucoup de problèmes de traduction comme ça. Il y a beaucoup de règles d'endroits qui vont me dire
Si tu es adjacent à tel lieu, puis à un autre endroit pour la même règle, ils vont me dire si tu es adjacent à une case, puis à un autre endroit, ils vont me dire si tu es adjacent à une tuile. Fait que des fois, tu n'es pas trop sûr de qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Entre autres, dans la règle d'activation des monstres à la fin de ton tour de jeu, ce qui est écrit sur la carte d'aide-mémoire puis dans les instructions, c'est pas la même affaire. Fait que c'est un jeu que tu vas passer beaucoup de temps. Qu'est-ce que sont les cartes lucidité? Ça se peut que ça te cause problème dans ta première partie. Lis ton livre de règles comme il faut, puis va voir sur Board Game Geek si t'es pas sûr. Fait qu'il y a beaucoup de petits problèmes comme ça au niveau de la traduction qui viennent nuire à l'expérience de jeu. C'est pas un jeu qui est assez complexe pour que ça te gâche ton expérience de jeu, mais il y a des choses que tu vas avoir à vérifier. Ce qui n'est pas normal dans un jeu qui a cette simplicité-là. C'est pas un jeu qui est lourd au niveau des règles, mais la façon dont elles sont écrites, c'est quand même ordinaire en français. Je sais pas si c'est le même problème en anglais. J'ai pas écouté tant de vidéos d'explications sur là. Je sais pas si le règle est mal fait en anglais. Mais en français, la traduction vient causer des problèmes. Cela étant dit, j'espère que ça t'a quand même permis de clarifier, de t'éclairer sur ce qu'était le jeu Bloodborne. Un bon dungeon crawl, selon moi, il y a quelques problèmes, mais si tu cherches quelque chose qui est ardu, qui a une thématique un peu dark, un peu sombre, si tu aimes les mécaniques de deck building, c'est quand même ça son originalité, là, sa mécanique de base, c'est un deck building, c'est particulier dans un dungeon crawl, c'est peut-être quelque chose qui va te plaire, si tu es capable de le trouver, si tu es capable de comprendre l'anglais, il est vraiment moins cher en anglais qu'en français, malheureusement, il y a une grosse différence de prix. Puis si c'est les choses que je t'ai dit, mes irritants, si tu penses que ça peut être des irritants pour toi aussi, un jeu qui est impitoyable, qui peut te forcer à recommencer plusieurs fois certaines choses, qui te demande de recommencer 2-3 parties en arrière si tu rates une partie, si ça c'est des irritants pour toi, c'est peut-être pas un jeu pour toi. Donc, je vais te souhaiter une bonne fin de journée et avant de faire ça, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, à venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram et pourquoi pas à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à toi quand tu visites des villages glauques avec des loups-garous qui te sautent dessus.